bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Il n'y a pas de vrai Socrate, il y a des Socrates multiples. Il y a le Socrate d'Aristophane, il y a le Socrate de Platon, il y a le Socrate de Xénophon, le Socrate de Xénophon, et tous ont laissé dans une littérature qu'on appelle socratique des portraits du maître. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il est loisible d'affirmer, sans grand risque, que le procès de Socrate à Athènes, en 399 avant Jésus-Christ, procès qui aboutit à sa condamnation à mort, est le plus célèbre de l'histoire. Chacun se souvient que Socrate fut conduit, refusant d'échapper à sa prison, à ingérer la ciguë, poison mortel. Le jury de 500 citoyens tirés au sort, qui prononça cette sentence à une importante majorité, le fit à partir de 3 chefs d'accusation: le mépris des dieux de la cité, l'introduction de divinités nouvelles et la corruption de la jeunesse. Or, si le livre récent de mon invité, Paulin Ismar, maître de conférence à l'université de Paris 1 Sorbonne, livre consacré à ce sujet, est tellement passionnant, c'est qu'il démontre avec perspicacité et subtilité combien cet événement Socrate, c'est son titre, est difficile d'interprétation malgré la richesse des sources et en dépit des simplifications de nos manuels. C'est l'effet de la complexité des motifs qui conduisirent au verdict fatal et que nous allons tâcher de démêler ce matin. Et c'est aussi la cause de la puissante diversité des interprétations qui en ont été produites depuis plus de 2 millénaires. Peu de postérité, en vérité, d'illustres personnages offrent des exemples plus probants d'une sorte de discordance des temps. Ce qui n'empêche nullement, on peut dire au contraire, de trouver dans cette histoire profonde et tragique de belles occasions de s'interroger sur la fécondité de son actualité. Et pour commencer, nous allons entendre un extrait de la pièce d'Aristophane, Les Nuées, qui remonte à 423, un quart de siècle avant le procès, et qui résume bien les éléments d'une satire populaire. Un visiteur aspire à devenir l'un des disciples de Socrate. Frappons à cette porte. Esclave! Passe ton chemin! Qui frappe? Un père de famille. Butor! Qui cogne comme un sourd à cette porte, au risque de faire avorter les subtiles conceptions de notre fameux accoucheur d'âme. Excuse-moi, j'arrive de la campagne. Mais dis-moi un peu quelle conception j'ai failli faire avorter. Chut! C'est un secret qu'on ne doit dévoiler qu'aux disciples. Oh, confie-le-moi sans crainte, car je viens m'inscrire à votre école en qualité de disciple. Cela change tout, je te le dirai donc. Mais songe que ce sont là des mystères. Hein? Voilà. Tout à l'heure, Socrate demandait à Chéréphon combien de fois une puce sautait la longueur de ses pattes. Oh, très intéressant. N'est-ce pas? Voilà. La puce avait piqué Chéréphon au sourcil. Et de là, hop, sauté sur la tête de Socrate. Et alors, continue, c'est passionnant. Comment a-t-il mesuré cela? Fort ingénieusement. Voilà. Il a fait fondre de la cire. Ensuite, il a pris la puce et lui a trempé les pattes dedans. La cire, en refroidissant, a fait à la puce des bottines montantes. En déchaussant les bottines, puis en divisant l'espace parcouru par la longueur des empreintes obtenues, il a résolu le problème. Élégamment. Oh Dieu, quelle subtilité d'esprit. Oh, mais je l'avais pas vu, celui-là, juché en l'air dans un cajot, qu'est-ce? Lui. Qui, lui? Socrate. Socrate? Oh, appelle-le-moi bien fort. Appelle-le toi-même. Oh, je n'ose pas. Courage. Socrate, mon petit Socrate. Que me veux-tu, créature d'un jour? Avant tout, je t'en conjure, explique-moi ce que tu fais là-haut. Je marche dans les airs, je contemple le soleil. Ouais,
C'est du haut de ton panier que tu regardes les dieux? Si toutefois... Crois-tu que j'aurais jamais percé les mystères du ciel si la subtilité de ma pensée ne s'était amalgamée à la subtilité de l'air? Si j'étais resté les pieds sur la terre, je n'aurais rien découvert du tout, car la terre attire à elle la sève de la pensée. Tiens, c'est exactement ce qui se passe pour le cresson. Comment? C'est la pensée qui fait monter la sève dans le cresson? Oh, mon petit Socrate, c'est merveilleux. Descends, veux-tu, viens m'instruire, j'ai soif d'apprendre. D'apprendre quoi? À parler comme il faut, à briser... Qui? Les créanciers qui me persécutent et menacent de me saisir. Alors, Socrate, vite, des deux raisonnements que tu enseignes, vite, apprends-moi le bon. Tu veux dire l'injuste? Non, l'autre, celui qui sert à ne pas payer. Oh, mais sois tranquille, toi je te paierai le prix que tu exigeras, je le jure par les dieux. Paulin Ismar, bonjour. Bonjour. C'était donc un extrait des Nuées d'Aristophane, 423 avant Jésus-Christ, dans une adaptation radiophonique de Bernard Zimmer, qui avait été diffusée par la radio d'État le 3 novembre 1954. J'ai choisi de commencer notre conversation de la sorte parce qu'il peut arriver qu'une caricature fasse ressortir quelques traits véridiques d'un personnage ou d'une histoire. Je ne sais pas si c'est le cas en vérité, en l'occurrence. C'est très difficile à dire, et c'est le grand problème. Le texte d'Aristophane des Nuées, c'est notre source la plus ancienne au sujet de Socrate, et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'elle représente qu'un mince échantillon de toute une production comique qui a été abondante au sujet de Socrate dans les années 420-410 à Athènes, donc bien avant que les disciples de Socrate nous parlent de Socrate. Socrate était un personnage de comédie pour les Athéniens. Une frustration extrême de ne pas avoir tous ces textes. D'ailleurs, pourquoi est-ce que cette pièce-là a été sauvée? On en a une idée? C'est parce que de manière générale, les pièces d'Aristophane ont été sauvées. Et on sait qu'il y a de nombreux auteurs comiques. La même année, en 423, où la pièce d'Aristophane est représentée, celui qui remporte le premier prix s'appelle Ameipsias, semble-t-il, pour écrire une pièce dont, encore une fois, Socrate était le héros. On trouverait peut-être des équivalents au temps de Jean-Paul Sartre et de l'existentialisme triomphant dans les années 50, mais il me semble que la production des chansonniers, à l'époque, était de moins bonne facture que celle d'Aristophane du temps des Grecs, non? Oui, c'est possible. Oui. Quoi qu'il en soit, que nous apprend dans l'ordre du dérisoire, que nous apprend Aristophane pour les débuts d'une légende? Alors, le problème auquel sont confrontés tous les historiens et les historiens de la philosophie, c'est que le portrait que nous présente Aristophane de Socrate n'a rien à voir, et même sous de nombreux aspects diamétralement opposés, à celui qu'en ont fait Platon, Xénophon et tous les disciples de Socrate. Et là, on le voit très bien dans l'extrait qui vient d'être diffusé, puisqu'on voit que l'enseignement de Socrate a lieu dans une école qui est fermée par une porte, il a des disciples, on entre difficilement dans cet espace, il y a des mystères, donc c'est un espace qui est tout de même assez inquiétant. On paye, alors que c'est au cœur de l'enseignement de Socrate d'être gratuit, si on suit en tout cas ce que nous disent Platon et Xénophon. Mais on voit, il y a une menace très forte du personnage Socrate. Là, l'extrait que vous avez passé, c'est sa première apparition dans la pièce. Et la première fois qu'il apparaît aux yeux des spectateurs, c'est en hauteur. Il est en haut et depuis le cajot ou le panier dans lequel il est installé, il regarde ceux qui entrent dans son école et en même temps qu'il regarde les autres protagonistes de la scène, il regarde le peuple athénien. Le peuple est représenté ici par un débiteur qui est chargé de dettes à cause des folies de son fils et qui s'est efforcé d'envoyer le dit rejeton écouter l'enseignement de Socrate. Voilà, avec l'idée que grâce à Socrate, il apprendra des rudiments de rhétorique qui permettront ensuite à son père de se débarrasser de ses propres créanciers. Donc on fait en fait de Socrate un sophiste, quelqu'un qui est capable par l'éloquence ou la connaissance de l'éloquence qu'il enseigne de plaider les causes les plus discutables. Oui, le sophiste tel que Platon en a dressé un portrait extrêmement négatif, où le sophiste c'est vraiment le non-philosophe par excellence, la philosophie se construisant contre les sophistes. Mais pour les Athéniens, c'est pas du tout comme ça qu'ils percevaient Socrate. Et on a des textes du IVe siècle, contemporains de Platon, qui parlent de Socrate le sophiste. On peut dire qu'il baignait en fait d'un peu dans cette culture créée par les sophistes, en tout cas par l'évolution générale de la pensée et de son temps. Tout à fait. Comme les sophistes, il enseignait à des jeunes hommes appartenant à l'élite de la cité. Et contrairement aux sophistes, d'après ce qu'on peut reconstituer, et contrairement à ce que nous dit Aristophane, il enseignait dans des espaces ouverts. Mais
D'un point de vue extérieur, il est certain que pour les Athéniens, c'était un des sophistes qui exerçait à Athènes. Je trouve que ce début n'est pas malvenu puisque vous nous montrez l'extrême complexité du personnage. Ce que Jean-Pierre Vernant, le grand historien de la Grèce que nous connaissons, évoquait comme l'énigme de Socrate. Alors, pour commencer, avant de démêler les choses et d'éclairer l'énigme, je compte bien sur vous, entendons Jean-Pierre Vernant qui s'exprimait en réponse à Michel Déon le 29 septembre 1968 sur France Culture. Je crois pour ma part qu'il y a dans le portrait qu'Aristophane brosse de Socrate une part de vérité. Une part de vérité, il n'y a pas de vrai Socrate, il y a des Socrates multiples, il y a le Socrate d'Aristophane, il y a le Socrate de Platon, il y a le Socrate de Xénophon, j'oubliais tout à l'heure. Le Socrate de Xénophon, et puis il y a le Socrate des petits Socratiques, le Socrate d'Aristippe, le Socrate d'Antisthène, le Socrate de Phédon, et tous ceux qu'on appelle les Socratiques ont laissé dans une littérature qu'on appelle socratique des portraits du maître. Moi, ce qui me paraît le plus frappant dans ce portrait, c'est peut-être un terme que nous trouvons chez Platon, c'est le caractère, les Grecs disent atopone, énigmatique, déconcertant, d'un personnage qui, au fond, a pu être présenté comme un maître par des disciples aussi différents que ceux qui se réclamaient du principe du plaisir et ceux qui allaient finalement aboutir au cynisme. Oui. Par conséquent, c'était certainement un personnage absolument énigmatique. Et ce qu'il peut y avoir de vrai dans le tableau d'Aristophane, c'est précisément l'effet que produisait un individu de ce genre quand il se promenait dans les rues de la cité, qu'il accrochait Pierre et Paul et qui commençait à leur poser toutes sortes de questions. Alors, je comprends qu'il y ait eu un espèce de scandale de Socrate. Socrate le déconcertant, Socrate l'énigmatique. En fait, Paulin Ismar, il faut rappeler la grande diversité des regards, des sources sur Socrate, qui explique peut-être aussi qu'on a pu en faire des interprétations multiples au cours des siècles ultérieurs. Bien sûr, alors on a évoqué le cas d'Aristophane, mais l'essentiel quand même de ce qu'on sait de Socrate provient de ses disciples. Et pour nous, essentiellement de Platon et de Xénophon, alors même qu'il existait de très nombreux traités de la part d'autres disciples de Socrate à son sujet. Hélas disparus. Hélas disparus. Et ces hommes, Platon et Xénophon, écrivent tous au lendemain du procès, après la mort de Socrate. Peut-être commencent-ils à écrire 5, 10, peut-être 15 ans après le procès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils écrivent dans un contexte polémique. C'est-à-dire qu'il y a aussi de nombreux textes, semble-t-il, qui s'en prenaient à la figure de Socrate et qui justifiaient l'accusation contre Socrate. Il y a une béance des sources, on ne voit pas contre qui il ferraille. Bien sûr, il y a un texte de ce point de vue-là qui est fascinant et qui est un grand texte fantôme, mais qui était abondamment lu dans l'Antiquité. C'est le texte qu'aurait rédigé un certain Polycrate vers 393, 392 peut-être. Quelques années après le procès, pour justifier la condamnation de Socrate. C'était une accusation contre Socrate. Et il expliquait pourquoi les Athéniens avaient eu raison de le mettre à mort. Et semble-t-il, parce qu'on le connaît par fragments, c'était avant tout des motifs politiques. C'était parce que Socrate était un tyrannikos, parce que c'était un misodémos. Il haïssait le peuple. Et il y a de fortes chances, même si on ne peut pas absolument le prouver, que la littérature socratique naît en réponse à ce pamphlet de Polycrate. Que peut-être, sans le texte de Polycrate, nous n'aurions jamais rien su de Socrate. Merci, je m'avance peut-être merci un peu. Polycrate absent, en somme. Exactement. Et d'ailleurs, Platon n'a connu le maximum de sa gloire qu'au XIXe siècle. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, jusqu'au début du XIXe siècle, on réfléchissait sur la figure de Socrate à travers de très nombreuses sources, avec Xénophon, avec Aristophane. Et il n'y avait pas du tout la préséance qu'a Platon aujourd'hui à nos yeux, où pour nous, il n'existe qu'un seul Socrate. C'est celui de Platon. C'est le Socrate magnifique qui se promène sur l'agora d'Athènes, qui interroge ceux qui croient savoir et qui les disqualifie. Ce Socrate magnifique n'est qu'un Socrate parmi d'autres. Mais c'est vrai que si nous n'avions que Xénophon, on aurait beaucoup de mal à comprendre la grandeur philosophique de Socrate. Mais la prééminence de Platon, vraiment, remonte au début du XIXe siècle. Elle n'est pas antérieure. Et c'est un choix discutable pour les historiens. D'ailleurs, Nietzsche disait Platon par devant, Platon par derrière, chimère au milieu. Tout à fait. Alors, lui, c'était dans l'idée qu'il était très difficile de reconstituer ce qu'était la pensée socratique en dehors du texte platonicien. Et c'est évidemment la grande interrogation des historiens de la philosophie qui travaillent sur Socrate.
comment retrouver ce qu'a été la pensée de Socrate en essayant autant que possible de l'affranchir de la lecture platonicienne. Oui, il est déjà difficile pour des historiens comme nous sommes de restituer sa figure dans l'ample durée de la vie athénienne et de la suite. Pour les philosophes, c'est plus difficile encore, mais d'une certaine façon, c'est tellement important pour eux, puisque c'est de Platon qu'ils traitent. Pas tous, justement. Il y a certains historiens de la philosophie qui essaient de travailler sur ce qu'a été la philosophie de Socrate. Mais c'est très, très difficile. C'est probablement pourquoi Paulin Ismar, très récemment encore, on a pu voir des accords marqués sur ce qu'a été sa personnalité. Et un des signes, si je puis dire, des manifestations de cette diversité de l'image, cela a été cet étonnant procès que vous évoquez dans votre livre, puisqu'en mai 2012, le 25 mai 2012, Athènes a été le théâtre d'une cérémonie très, très étrange, sous les auspices de la fondation Onassis. 14 juristes éminents, venus d'Europe et d'Amérique, ont entrepris de rejuger le cas Socrate. Ce n'était pas un spectacle pédagogique, c'était un effort, comme a dit un des participants, pour surgir de l'avenir, pour venir habiter le passé. Alors quel a été le verdict de 2012 ? Le verdict est très étonnant, puisque il y avait 10 juges, 5 d'entre eux ont voté en faveur de la condamnation de Socrate et 5 en faveur de son innocence. Mais par contre, leur jugement ne statuait pas sur la peine à infliger à Socrate. C'était trop tard pour le sauver. Oui, d'abord. Et puis ensuite, on a du mal à croire que les 5 qui ont voté en faveur de sa condamnation auraient été prêts à le condamner à mort. C'était juste sur sa culpabilité. Bien sûr, mais avant d'en venir au procès lui-même, il faudrait peut-être évoquer le personnage. Il est condamné à l'âge de 70 ans. Ouais. Donc son itinéraire a été complexe et est intéressant à restituer dans la mesure où on peut le faire. Alors, c'est très difficile à faire. Ce qu'on sait, c'est, grâce au texte platonicien, c'est que son père aurait été sculpteur, sa mère, fine arrêtée, peut-être sage-femme, mais... Métaphoriquement, c'est magnifique, hein, la maïeutique, faire accoucher. Bien sûr, mais ce n'est peut-être qu'une métaphore philosophique. Ce qu'on sait ensuite, c'est que dans les années 420, il est hoplite, c'est-à-dire c'est un soldat athénien, et les hoplites appartiennent à une catégorie spécifique dans la cité. Ce n'est pas les plus pauvres des citoyens athéniens, c'est ceux qui sont capables de payer leur équipement militaire. Et ça suppose quand même que Socrate appartenait, alors même si ces catégories sociologiques sont évidemment beaucoup trop larges, beaucoup trop floues, mais... aux citoyens aisés à Athènes. Enfin, ils faisaient partie de la catégorie des hommes capables de payer leur équipement, et en fait, ils n'étaient pas nombreux à Athènes. Vivant d'un héritage, probablement. Voilà, alors, on peut penser qu'il possédait des terres, puisqu'on le voit évidemment jamais travailler, et que ces terres lui fournissaient des rentes. Hein, et on sait qu'au moment où il meurt, il laisse quand même un héritage qui n'est pas anodin. Voilà comment est-ce qu'on peut essayer de le situer dans la sociologie de l'Athènes du 5e siècle. Au-delà de ces éléments, tout ce qu'on sait sur Socrate provient de ce que ses disciples Platon et Xénophon nous ont laissé, mais ils l'ont laissé, les dialogues socratiques, dans le contexte d'une discussion qui est postérieure au procès de 399. Donc très souvent, les anecdotes, les récits qui font de tel ou tel épisode de la vie de Socrate sont en fait, d'un point de vue historique, tout à fait discutables, puisqu'on ne peut les comprendre que dans le cadre de la polémique qui surgit après la mort de Socrate en 399. Alors il faut en arriver au procès lui-même, comprendre ce qui s'est passé, de quoi il a été accusé, j'en disais un mot tout à l'heure, et comment il a été conduit à cette condamnation et à ce refus final de s'évader. Alors il se trouve que c'est un des seuls cas où on a l'acte d'accusation du fameux Mélétos, qui l'a poursuivi. Tout à fait. C'est un Arlésien qui, au 1er siècle de notre ère, s'appelle Favorinos et qui s'est rendu à Athènes et qui, dans les archives athéniennes, a noté cet acte d'accusation et il nous a été transmis comme ça par Diogène Laërce et des sources plus tardives. Mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. Et cet acte d'accusation stipule précisément que Socrate était accusé de manière générale d'impiété et puis l'acte d'accusation précise 3 motifs qui sont ceux que vous avez mentionnés, ne pas reconnaître les dieux de la cité, introduire de nouvelles divinités et corrompre la jeunesse. Cette notion de corruption de la jeunesse apparaît tout de même assez obscure aujourd'hui avec le recul. Ah non, moi je pense que c'est capital dans la condamnation de Socrate. C'est vraiment la pratique pédagogique socratique qui était tout à fait originale et qui devait choquer les Athéniens
qui a été condamné en 399. Qu'est-ce que voyaient les Athéniens? Ils voyaient cet homme âgé de 60-70 ans avoir autour de lui de nombreux jeunes hommes de l'élite athénienne et nouer avec eux un lien véritablement de type charismatique. Et ça, tous les textes autour de la figure de Socrate le racontent. Quand on entre dans l'enseignement de Socrate, on se donne à Socrate, on tombe amoureux de Socrate. C'est une conversion amoureuse, entrer d'une façon dans le socratisme. Amoureux physiquement, amoureux intellectuellement. Tout à fait. On comprend que certains adversaires pensent qu'il s'agirait d'un phénomène, comme on dirait aujourd'hui, de secte. Oui, complètement. Et c'est bien une secte que présentait Aristophane dans Les Nuées. Et chez les auteurs comiques, c'était bien un gourou à la tête d'une secte dans Les Nuées. Il faut rappeler peut-être que l'éducation des enfants de l'élite reposait alors essentiellement sur 3 types d'enseignements, l'éducation sportive, la formation musicale et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et que Socrate est un des premiers à insister, peut-être avec les sophistes, sur l'importance de l'éducation intellectuelle, non ? Alors, de manière générale, il s'inscrit dans la révolution que représente l'apparition des sophistes dans le champ de l'éducation de l'élite athénienne à partir du milieu du 5e siècle. Mais à la différence des sophistes, c'est ça qui est tout à fait nouveau de la part de Socrate, c'est qu'il ne fait pas payer son enseignement, contrairement à ce que dit Aristophane. Et ça, on n'a aucune raison de douter de ce point-là. Son enseignement est gratuit. Et c'est tout à fait capital, puisque la critique de l'enseignement des sophistes, de la part des Socrates, consiste à dire que s'ils se font payer, c'est qu'ils nouent une relation de type contractuel avec leurs élèves. Donc une relation qui peut se rompre facilement, et en se faisant payer, ils deviennent eux-mêmes les employés de leurs élèves, et donc celui qui est censé initier, en réalité, devient lui-même l'initié de celui qu'il est censé initier. Et de ce point de vue-là, en ne faisant pas payer ses élèves, Socrate le dit à plusieurs reprises, il peut les choisir et présenter son enseignement sur le registre du don. Il donne son enseignement, ce qui place ses élèves dans une situation de débiteur infini. Et le lien charismatique qu'il noue avec ses élèves repose en grande partie sur cette représentation de son enseignement, sur le modèle du don d'un bienfaiteur désintéressé. France Culture, Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Il semble qu'on ne pourrait pas bien comprendre le déroulement du procès Socrate, et sa survenue même, si on ne faisait pas état d'un certain désarroi d'Athènes en ce début du IVe siècle avant Jésus-Christ. On est loin de l'âge d'or, du temps de Périclès. Il y a eu la guerre du Péloponnèse que Thucydide a raconté magnifiquement, qui a vu s'affronter Athènes et Sparte, et la défaite d'Athènes. Tout à fait, on est 4 ans après la fin de la guerre du Péloponnèse, et surtout on est 4 ans après cet intermède oligarchique qu'on a appelé le régime des 30 tyrans, qui a été extrêmement violent, où pendant quelques mois, le régime démocratique, à la fin de la guerre du Péloponnèse, a été renversé. Et pour les Athéniens, il ne fait aucun doute que Socrate était un partisan de l'oligarchie, un adversaire de la démocratie. Parce que les grands chefs du clan des oligarques en 404-403, Critias, Charmide, sont des disciples de Socrate, et ils donnent leur nom à 2 grands dialogues platoniciens. Alors on trouve là Paulin Ismar, le cœur peut-être d'une contradiction et d'une obscurité, c'est-à-dire que d'un côté, si je vous ai bien lu, d'un côté dans l'opinion athénienne, Socrate est perçu comme proche des puissants donc, et des conservateurs, après la guerre civile qui s'est terminée, et en même temps, comme bouleversant l'ordre établi, ce qui peut être contradictoire, puisque son enseignement semble saper, en particulier les liens familiaux et les pouvoirs illimités des citoyens rassemblés. Oui, mais l'ordre établi auquel Socrate s'oppose, c'est l'ordre de la cité démocratique. Lui, il est bien d'une certaine façon du côté des révoltés, des rebelles à cet ordre démocratique qui ne rêvent que d'une chose, c'est de renverser le régime démocratique. En tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît aux yeux des Athéniens. Ce régime démocratique, il se réinstalle, disons, à Athènes à la fin de l'année 403, mais évidemment, les plaies sont encore vives dans la société athénienne. Et sans doute, certains de ceux qui ont perdu de leurs proches au moment de cette guerre civile veulent encore régler leur compte avec les partisans des oligarques. Mais ça pose problème, puisque en 403, quand la démocratie est rétablie, les Athéniens proclament ce qu'on présente parfois comme la première loi d'amnistie de l'histoire. D'amnésie même, en fait. Voilà, d'amnésie, amnistie, c'est-à-dire l'obligation qu'ont tous les Athéniens de ne pas poursuivre un autre Athénien
pour son comportement lors de la guerre civile. Même Nézikakaïn, il est interdit de rappeler les choses horribles, en prétend même, je crois que c'est Aristote qui le dit, qu'un Athénien qui aurait rappelé un des crimes des 30 aurait été condamné à mort pour cette infraction à la loi. Oui, on a du mal à croire à la véracité de l'épisode. Mais ça traduit quand même un moment de grande incertitude collective. Tout à fait, mais du coup, une des grandes lignes d'interprétation de la part des historiens consiste à dire que Socrate est poursuivi pour un motif religieux, procès pour impiété, alors que le vrai motif profond de l'accusation est un motif politique. Mais on n'avait pas le droit de s'en prendre à Socrate en raison de son comportement 403. C'était interdit à Athènes. Donc on aurait trouvé cet échappatoire avec l'invocation de l'impiété. Je pense que, pour ma part, que ça n'explique pas tout, que ça rend pas du tout compte de l'ensemble de ce qui était en jeu en 399 lors du procès. Et que la subversion socratique n'est pas seulement politique. Le reste est intellectuel. Oui, et c'est aussi la pédagogie socratique qui était jugée par les Athéniens. Il faut que nous en venions, Paulin Ismar, au procès lui-même, et que nous connaissons un peu par Xénophon et beaucoup par Platon, à cause de l'apologie de Socrate qui a été rédigée par lui. Ensuite, en voilà un extrait, on pourra en choisir plusieurs. Il est lu par Georges Claes. Je l'ai emprunté au Nouveau chemin de la connaissance de Raphaël Antoven sur France Culture. Citoyens, j'ai pour vous la considération et l'affection la plus grande. Mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous jusqu'à mon dernier souffle, et tant que j'en serai capable, je continuerai de philosopher, c'est-à-dire de vous adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d'entre vous que, en toute occasion, je rencontrerai, en lui tenant les propos que j'ai coutume de tenir. Ô le meilleur des hommes, toi qui es athénien, un citoyen de la cité la plus importante, la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance, n'as-tu pas honte de te soucier de la façon d'augmenter le plus possible richesse, réputation et honneur, alors que tu n'as aucun souci de la pensée, de la vérité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes même pas? Et si parmi vous il en est un pour contester cette affirmation et pour prétendre qu'il se soucie de l'amélioration de son âme, je ne vais ni partir ni le laisser partir, bien au contraire. Je vais lui poser des questions, je vais le soumettre à examen et je vais chercher à montrer qu'il a tort. Et s'il ne me semble pas posséder la vertu alors qu'il le prétend, je lui dirai qu'il devrait avoir honte d'attribuer la valeur la plus haute à ce qui en a le moins et de donner moins d'importance à ce qui en a le plus. Avec un jeune homme ou avec un plus vieux, quel que soit celui sur lequel je tomberai, avec quelqu'un d'ailleurs ou avec un habitant d'Athènes, mais surtout avec vous, mes citoyens. Étant donné que par le sang vous m'êtes les plus proches, voilà comment je me comporterai. C'est cela, sachez-le bien, que m'ordonne de faire le Dieu. Et de mon côté, je pense que jamais dans cette cité vous n'avez connu rien de plus avantageux que ma soumission au service du Dieu. On arrive à imaginer Socrate devant ces 500 jurés, puisque le système juridique était ce qu'on pourrait appeler un système plus proche de l'accusatoire que de l'inquisitoire. Et encore, l'essentiel, c'est le face-à-face entre ces gens tirés au sort et l'accusé qui lui-même a été mis en cause par un sycophante ou par quelqu'un qui veut le poursuivre de sa hargne et afficher sa culpabilité. On doit imaginer ce personnage là devant ses 500 concitoyens. Il est petit, il est trapu, il est très laid. Oui, semble-t-il. Enfin, Silène. Il y a toute une légende autour de la laideur de Socrate, mais cette laideur qui ne peut se comprendre qu'à la mesure de la beauté des trésors intérieurs qu'il offre à ceux qui l'écoutent. Et la beauté des jeunes et faibles qui l'entourent, peut-être. Tout à fait. Et on a des bustes de lui? Alors, Socrate est pour la première fois représenté dans les années 380-370, et ensuite on a de nombreuses copies de ce modèle de Socrate qu'on voit et qu'on connaît essentiellement grâce à des copies d'époque romaine. Mais on sait aussi, et c'est très intéressant, qu'il est statufié par la cité d'Athènes dans les années 330, donc 70 ans après sa mort, et là il était représenté dans un himation, c'est-à-dire la grande tunique qu'avaient les citoyens athéniens, et elle était placée, cette statue, à proximité de l'agora, à un endroit où stationnaient au début de l'année les jeunes éphèbes qui faisaient leur service militaire.
Et c'est très très frappant, puisque là on voit bien que dans les années 330, du coup, Socrate est devenu un modèle, le modèle du bon citoyen qu'on offre en exemple aux jeunes Athéniens. Donc pour celui qui a été accusé d'avoir corrompu la jeunesse, 70 ans plus tard, il devient un modèle pour tous les jeunes Athéniens. Belle revanche posthume qui d'ailleurs témoigne parmi d'autres signes de la ductilité de la mémoire de ce personnage. Mais pour revenir à l'extrait de l'Apologie de Socrate rédigé en fait par Platon que nous venons d'entendre, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner, d'après vous, Paulin Ismard ? Alors, l'Apologie de Socrate de Platon est un discours fictif, le discours fictif que Socrate aurait peut-être tenu face à ses juges. Mais il ne nous dit rien du discours réel que Socrate a tenu. On connaît l'acte d'accusation, on ne connaît pas la défense, en somme. Non, on n'a pas le discours authentique que Socrate a tenu devant ses juges. En revanche, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, évidemment, dans ce texte magnifique qu'est l'Apologie de Socrate de Platon. Et on voit bien, quand même, quelle a été la stratégie de rupture de Socrate face à ses juges. C'est-à-dire, il ne se plie à aucune convention qui sont celles des plaideurs face aux juges athéniens. Et les phrases qu'il prononce dans l'extrait que vous avez proposé, sont quand même très fortes. J'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous. C'est tout à fait contradictoire avec toutes les plaidoiries athéniennes qu'on connaît, où au contraire, les plaideurs insistent sur le fait qu'ils sont soumis à la décision des juges, que ce sont des citoyens comme les autres, qui de toute façon respecteront la décision des juges et qui sont soumis à l'acité. C'est absolument pas ce que dit ici Socrate. C'est quelque chose que même certains disciples de Socrate lui reprocheront après sa mort, d'avoir adopté une stratégie trop agressive face aux juges. Et on parle dans certains textes de la mégalogoria, la grandiloquence de Socrate face à ses juges. Condescendance, prétention. Voilà, c'est Maxime de Tyr, qui est un platonicien du IIe siècle de notre ère, qui écrit alors que Socrate était jugé par les Athéniens, il les jugeait lui-même. Et Xénophon le reproche à Socrate d'avoir adopté une stratégie trop outrancière à l'égard des juges qui incarnent la communauté civique dans son ensemble, puisque comme vous l'avez dit, c'est 500 citoyens qui sont tirés au sort au début de chaque année parmi l'ensemble du corps civique, et donc qui incarne le corps civique dans son ensemble. Néanmoins, on peut observer qu'il n'a été condamné que par 280 voix contre 221, ce n'est pas écrasant. Alors, le système juridique athénien, dans ce type de procès, implique qu'il y ait deux votes. Donc, il y a un premier vote qui statue sur la culpabilité ou pas de l'accusé. Et lors de ce premier vote, effectivement, 280 Athéniens ont jugé que Socrate était coupable. Mais après ça, il fallait un deuxième vote pour statuer sur la peine à infliger à Socrate. Et c'est évidemment un moment capital, puisque c'est le moment où Mélétos, l'accusateur de Socrate, propose que Socrate soit condamné à mort, et Socrate répond, dans une provocation très très célèbre, grandiose, magnifique, d'une certaine façon, il propose d'être nourri au Prytanée, si on suit Platon, c'est-à-dire d'être reconnu par les Athéniens comme un bienfaiteur. C'était un honneur extraordinaire qu'on offrait à des grands bienfaiteurs de la cité ou des grands généraux vainqueurs de batailles importantes. Un panthéon de son vivant, en somme. Voilà. Et en faisant ça, Socrate oblige les juges à le condamner, puisque les juges, dans la procédure athénienne, n'ont pas la possibilité de proposer une troisième peine, une peine alternative aux deux qui leur sont proposées. Or, ils ne peuvent pas se déjuger dans la mesure où ils ont reconnu que Socrate était coupable. Ils ne peuvent pas, dans un second temps, lui offrir le Prytanée. Donc, ils sont obligés de s'accorder sur la proposition de Mélétos et de le condamner à mort. Mais tous les textes autour de Socrate le disent. Si Socrate avait proposé l'exil, évidemment, il aurait été exilé. Il n'aurait pas été condamné à mort. Et c'est évidemment ce qu'il y a de très fort dans la position de Socrate, c'est ce consentement à sa mort. Le fait de faire de sa vie même l'objet du procès. Il évoque son Dieu, c'est-à-dire en fait son daimon, le fameux, cette abstraction difficile à interpréter. Alors, il est très différent chez Platon et chez Xénophon. Et sans doute, il y avait encore d'autres interprétations du daimonion socratique chez d'autres disciples de Socrate. Le daimonion de Socrate, c'est un dieu qui envoie des signes à Socrate. Chez Platon, ce sont des signes qui suggèrent surtout à Socrate de ne pas faire telle ou telle chose. Chez Xénophon, c'est quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à des pratiques divinatoires traditionnelles. Bon, il est quand même très difficile d'imaginer que les Athéniens ont condamné Socrate en raison d'une théologie socratique qui serait singulière, ou d'une théorie particulière de la part de Socrate autour de ce dieu qui serait le daimonion. Alors tout de même, introduire des divinités nouvelles, ce n'était pas ça? Non.
rien ne permet de dire que Socrate a voulu introduire de nouvelles divinités. Et par ailleurs, ce qui est très compliqué dans l'affaire, c'est que régulièrement, le polythéisme ancien, le polythéisme athénien, mais aussi le polythéisme romain, était intégrateur. Et de très nombreux dieux arrivaient régulièrement à Athènes, et même à l'initiative de certains individus, sans même que les autorités de la cité le demandent ou le réclament. Et quelques années avant le procès de Socrate, on voit une déesse thrace qui s'appelle Bendis, le dieu Asclépios qui vient d'Épidore, être intégré à la religion civique athénienne. Donc on a beaucoup de mal à comprendre en quoi, de toute façon, introduire une nouvelle divinité posait problème. D'ailleurs, l'expression contemporaine de tolérance religieuse est tout à fait anachronique. Elle aurait été obscure probablement pour des esprits athéniens. Oui. À propos d'Asclépios, il y a la fameuse formule au moment où Socrate sent la ciguë qui est sur le point, en passant par ses jambes, d'atteindre son cœur et de le figer définitivement. Et il donne instruction à un disciple de porter un coq à Asclépios. C'est les dernières phrases de Socrate dans le Phédon de Platon. Et comment l'interprète-t-on ? Il y a de multiples interprétations, mais il y a une interprétation très célèbre qui est celle notamment dans laquelle s'inscrit Nietzsche, c'est qu'il remercierait le Dieu d'être enfin libéré de la vie et que désormais il entrerait dans la vraie vie qui n'est pas de ce monde. Enfin, restons sur cette interprétation. Et vous évoquez évidemment les différences entre Xénophon, Platon. Cela va nous introduire à la deuxième partie de notre conversation, si vous voulez bien, Paulin Ismar, c'est-à-dire d'essayer d'envisager l'extrême diversité des Socrates successifs. Déjà, entre les deux disciples, la chose est frappante. En gros, les différences, Socrate de Xénophon ne se déclare jamais ignorant d'un sujet qui relève de la morale, alors qu'évidemment c'est le contraire chez Platon. Le Socrate de Xénophon reconnaît ouvertement qu'il enseigne, n'est-ce pas, et qu'il est un expert en éducation, alors que Platon, au contraire, affirme qu'il prétendait l'inverse, d'être le maître de personne. Pour Xénophon, la politique est une technique comme une autre, alors que pour Platon, elle est un savoir moral, etc., etc. Il y a sûrement d'autres différences. Alors là, vous avez déjà exposé les différences les plus importantes. Mais il faut bien imaginer qu'il y avait encore de très nombreux autres Socrates dans toute la littérature produite par les disciples de Socrate. Alors on connaît Échine de Sphétos, on connaît Phédon, on connaît Aristippe, on connaît leurs noms, on connaît certains titres de leurs ouvrages. 200 dialogues socratiques. Voilà, 200 ou peut-être 300 dialogues socratiques dans les 40 années qui suivent la mort du philosophe. C'est tout à fait exceptionnel. Et c'est l'invention d'un genre littéraire nouveau, c'est-à-dire la prose dialoguée. Quel chagrin pour un historien de ne pas en disposer, à moins que ce soit un avantage, parce qu'on peut effectivement rêver. En tout cas, pour les successeurs, au long des siècles, ça a été la possibilité d'une grande diversité d'interprétations. Je voudrais maintenant que nous l'évoquions. Et d'abord, il y a ce phénomène assez étrange à nos yeux de l'interprétation des religions monothéistes, le christianisme et l'islam, faisant de Socrate une sorte de prédécesseur, conscient ou inconscient plutôt, de Jésus-Christ ou de Mahomet. Oui, c'est-à-dire que ce sont les pères de l'Église qui ont vu dans le procès de 399, d'une façon, le premier affrontement entre le polythéisme et le monothéisme que Socrate, d'une façon, aurait pressenti à travers sa théorie du daimonion. Chez les apologistes, notamment du IIe siècle, qui sont très souvent des philosophes platoniciens qui se sont convertis au christianisme et qui voient le christianisme comme le stade ultime de la philosophie platonicienne. Ce sont des hommes comme Aristide, Athénagoras ou surtout Justin de Naplouse. Ils vont jusqu'à affirmer que Socrate, c'est une très belle expression de Justin, aurait connu le Christ en partie. Et ils lisent le destin du Christ à la lumière du destin de Socrate. L'enjeu dans ces années-là, c'est aussi de retrouver dans la figure de Socrate un personnage célèbre pour les élites païennes et vénéré par les élites païennes qui permettent du coup d'anoblir cette foi nouvelle qu'est le christianisme en l'ancrant dans la grande tradition littéraire qui remonte à l'Antiquité classique. Avec la notion de martyr, évidemment très importante. Bien sûr, c'est là aussi le consentement à sa propre mort de Socrate qui permet de justifier ce comportement qui paraît très étrange aux païens, qu'est le martyr des chrétiens. Alors j'observe aussi que du côté de l'islam, les écoliers iraniens des années 1980 apprenaient l'histoire du philosophe athénien de la façon suivante dans leur manuel, je cite, « Socrate, grand théologien, il apprit la philosophie chez Pythagore et se donna entièrement à la théologie et à l'éthique. Il abandonna les plaisirs terrestres, se réfugia dans une grotte de montagne où il se consacra entièrement au Dieu unique. Il essaya de convaincre les gens de n'adorer d'autres dieux que le vrai. À la suite de ces propos, le peuple réclama au sultan sa mise à mort,
Celui-ci fut contraint et l'empoisonna. Ça a été appris par cœur, probablement, par une ou deux générations d'écoliers du côté de l'Iran. Oui, ce que vous venez de lire est de la plume de l'imam Khomeini lui-même. Et c'est tout à fait stupéfiant par rapport au Socrate de Platon qu'on connaît, de l'imaginer célébré comme ça par quelqu'un comme Khomeini. Mais ce qui est intéressant, c'est que Khomeini, en fait, ici, reprend un lieu commun propre à toute la littérature islamique à partir du 9e, 10e siècle. Il y a de nombreux traités autour de la figure de Socrate. Littérature qui reprend, en fait, elle, une partie de la littérature patristique chrétienne, et qui pense la figure de Socrate à la lumière ou en analogie avec celle du prophète. Et de la même façon qu'il y a un jeu entre la figure de Socrate et celle du Christ chez les pères de l'Église, il y a un jeu ici avec la grotte dans laquelle Djibril vient parler à Mahomet. Il y a un jeu ici entre la figure de Socrate et celle de Mahomet. France Culture, Concordance des temps. Jean-Noël Jeannet. Pour vous donner une idée des interprétations actuelles dans la diversité, j'ai plaisir à vous faire entendre un extrait d'un propos du grand avocat contemporain Georges Kiechman, qui visiblement s'est mis dans la tête qu'il aurait pu, quelle belle histoire pour lui, défendre Socrate, à supposer qu'il ait vécu à cette époque et que Socrate y ait consenti. Voilà son commentaire de l'apologie de Socrate. Vous me direz ensuite si il vous paraît pertinent. C'est un extrait de Une vie, une œuvre de Jean Dève qui avait été diffusé le 26 novembre 1987 sur France Culture. Je n'ai pas honte de le dire, je n'avais jamais lu l'apologie de Socrate. Alors d'abord, la limpidité du texte est extraordinaire, sa force, son humour aussi sont considérables. Et puis, bien entendu, c'est le genre de plaidoirie que n'importe quel avocat aimerait prononcer. D'abord parce que c'est une plaidoirie pour soi-même, ce qui est très rare. En général, c'est la vie d'un autre que l'on expose, et là, Socrate joue la sienne, ce qui donne beaucoup plus de force encore à son propos. Ensuite, parce que, loin des procès dits de rupture chers à mon confrère et ami Jacques Vergès, Socrate provoque ou pratique plutôt une sorte de connivence meurtrière. Il ne cesse de dire à ses juges qu'il les comprend très bien, qu'ils ont parfaitement raison de le poursuivre, qu'à leur place, ils seraient dans le même état. Et évidemment, il les ridiculise franchement, mais en n'ayant jamais l'air de le faire. Comment voulez-vous que ces juges ne se sentent pas eux-mêmes moralement condamnés quand Socrate leur dit « À la vérité, tout ce que je demande à mes juges, le voici. Quand mes fils seront devenus grands, châtiez-les, vous, en leur infligeant exactement les mêmes souffrances que je vous infligerai. Si à votre avis, ils font passer le souci de leur fortune ou de quoi que ce soit d'autre avant celui de la vertu. S'ils se croient quelque chose alors qu'ils ne sont rien, faites-leur reproche, le reproche que je vous faisais de ne pas avoir souci de ce qu'il faut et quand on ne vaut rien, de se croire quelque chose. Si vous faites cela, vous aurez fait envers moi des actes de justice, envers moi personnellement, comme envers mes enfants. » Est-ce qu'il n'y a pas une manière de dire à des juges qui viennent de rendre la décision la plus inique qu'il soit, puisqu'ils ont condamné Socrate pour ce qui en réalité est un précepte de morale intemporelle et qu'il leur conseille de faire valoir à l'égard de ses propres enfants? Alors, entre Vergès et Kiechman, Paulin Ismar, comment entendez-vous ce commentaire? C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que Georges Kiechman refuse précisément la stratégie de rupture. Le terme de stratégie de rupture, tel qu'il a été formulé, il me semble, enfin, en tout cas au sujet des plaidoiries de Jacques Vergès, convient assez bien à la stratégie qui a été celle de Socrate face à ses juges. C'est-à-dire ne se plier à aucune règle qui sont celles traditionnellement de l'éloquence judiciaire, volontairement. Alors par exemple, Socrate aussi ne fait pas intervenir de témoins, alors que les témoins ont un rôle essentiel pour assurer la respectabilité des plaideurs dans le fonctionnement du droit athénien. Le fait, on l'a déjà dit, mais de faire la leçon à ces juges, de se lancer dans une grande interrogation vis-à-vis de son adversaire, puisqu'il fait intervenir, si on suit l'apologie de Socrate de Platon, Mélétos, et il lui pose des questions en demandant à Mélétos « Mais qu'est-ce que tu entends par le fait de ne pas reconnaître les dieux de la cité? Est-ce que tu crois que je suis athée ?» Et puis il se met à ridiculiser Mélétos, mais c'est quelque chose qu'on voit très très rarement dans les procès athéniens. Et puis par exemple, il s'en prend assez régulièrement aux spectateurs du procès, en leur disant « Vous faites beaucoup trop de bruit, vous m'empêchez de parler, l'espace même du tribunal n'est pas propre à ce que un jugement juste puisse advenir. » Il a une vraie stratégie de rupture à l'égard du tribunal.
Donc, laissons ce commentaire aussi stimulant qu'il soit et revenons, si vous voulez bien, à la longue durée des interprétations. Et il faut parler évidemment de la Renaissance autour d'Erasme. On s'intéresse également beaucoup à Socrate, comme aussi d'ailleurs le fait Montaigne. On en fait là une sorte d'humaniste qui aurait été persécuté. On exalte la simplicité naturelle de l'homme qui ouvrirait la voie à une sorte de représentation du philosophe presque en aimable démocrate. Tout à fait. Même si le procès continue souvent à être interprété comme un affrontement entre le monothéisme et le paganisme, il y a d'autres figures de Socrate qui apparaissent. Au jeu des humanistes. Voilà. Il y a d'abord l'idée que c'est un formidable pédagogue, dont, par exemple, quelqu'un comme Marcille Ficin peut se revendiquer dans la deuxième moitié du XVe siècle à Florence. On le présente parfois comme le Socrate de Florence. C'est-à-dire une nouvelle forme d'enseignement bien distinct de la tradition scolastique qui était celle des universités de la fin du Moyen-Âge. Et puis, c'est surtout cette idée de la simplicité, le naturel de Socrate. Naturel pédagogique. Voilà, qui est mis en avant par Erasme, mais aussi évidemment par Montaigne. Celui qui s'adresse de la même façon à quelqu'un du peuple et aux puissants. Montaigne, on dit quoi plus précisément? Alors, la figure de Socrate, elle est présente sous très très nombreux aspects chez Montaigne. Il y a d'abord celui qui a placé la vraie vie philosophique sous le signe de la préparation à la mort. C'est un thème quand même très très fort dans tous les essais de Montaigne quand il parle de Socrate. Et puis il y a un chapitre en particulier des essais dans lequel Montaigne paraphrase d'une certaine façon le discours de Socrate face à ses juges. Et ce qu'il met en avant, c'est cette simplicité et quelque chose qui correspondrait presque à des mœurs démocratiques de la part de Socrate. Et c'est quelque chose, du coup, que le XVIIIe siècle va totalement reprendre. Quel renversement par rapport aux contemporains et par rapport au père de l'Église. Bien sûr. Alors, les Lumières sont dans cette ligne. Quel est le Socrate des Lumières? D'abord celui de Diderot, puis celui de Condorcet, celui de Voltaire. Au XVIIIe siècle, il y a un investissement considérable et un nombre d'œuvres extrêmement important autour de la figure de Socrate. Il y a un Socrate libertin, c'est-à-dire promoteur de la raison naturelle et qui aurait été victime du clergé. Il y a toute une ligne comme ça qu'on peut suivre depuis la fin du XVIIe siècle et qui conduit jusqu'au baron d'Holbach ou jusqu'à Condorcet. C'est un peu le thème de la pièce de Voltaire, dont malheureusement je n'ai pas trouvé d'enregistrement dans nos précieuses archives, la mort de Socrate. Oui, mais alors Voltaire, lui, a tendance dans son traité sur la tolérance et puis dans d'autres textes à plutôt faire de Socrate un déiste. De la même façon que chez John Toland, au début du XVIIIe siècle, c'est un panthéiste. C'est-à-dire que derrière le daimonion socratique, il y a plutôt l'idée que Socrate aurait entrevu une religion rationnelle, bien distincte de ce qu'est devenue l'Église et de ce qu'est l'Église au XVIIIe siècle. Et pour Voltaire, Socrate, et sa pièce en particulier, il la voit comme, je cite Voltaire, une arme de guerre contre le parti de l'infâme, contre les jésuites. Mais il ne fait pas de Socrate le promoteur, il n'en fait pas un athée qui aurait été victime de la superstition. Il est possible que Diderot aille plus dans ce sens, puisque dans la traduction qu'il fait de l'apologie de Socrate, non seulement il montre une fidélité, mais il appuie des écrits qu'il fait d'autre part, où il dit notamment « Ah, Socrate, je te ressemble peu, fausse modestie, mais du moins tu me fais pleurer d'admiration et de joie. » Oui, alors surtout pour tous ces hommes des Lumières, Diderot, Voltaire, mais aussi Mendelssohn, par exemple en Allemagne, ce qui est important surtout dans la figure de Socrate et dans le procès, c'est que c'est un miroir, d'une façon, pour penser ce qu'est la position du philosophe dans la France du XVIIIe siècle quand il est soumis aux autorités ecclésiales et politiques. C'est Diderot qui, dans une lettre, dit on nous regarde à Paris comme on regardait Socrate à Athènes. C'est-à-dire que la figure de Socrate permet de penser la position de l'intellectuel au moment où cette notion est en train d'apparaître dans l'espace public. Et Condorcet écrit à propos de la mort de Socrate que c'est un événement important dans l'histoire humaine, car il fut le premier crime qui ait signalé cette guerre de la philosophie et de la superstition, guerre qui dure encore parmi nous, comme celle de la même philosophie contre les oppresseurs de l'humanité. Alors, vous voyez, mais en même temps, chez Condorcet, c'est la lutte de la raison contre la superstition. Et c'est une interprétation qui s'ancre vraiment dans la littérature libertine, depuis le tout début du XVIIIe siècle. Chez Voltaire, chez Mendelssohn,
Chez Toland, c'est encore un tout petit peu différent. Et en fait, vraiment, ce qui les intéresse, c'est cette question du courage de l'intellectuel face au pouvoir. Et c'est en ce sens-là que, par exemple, Voltaire peut lire l'affaire Calas, le procès du Chevalier de la Barre, comme de nouveaux procès de Socrate. À propos des Britanniques, on note que David Hume appelait Rousseau « our modern Socrates », notre Socrate moderne. Mais Rousseau semble avoir été moins sensible à la philosophie libératrice de Socrate, qui connaissait mal qu'à sa fin héroïque, c'est en tout cas ce que souligne Claude Mossé dans son beau livre sur le procès de Socrate. Oui, tout à fait. Socrate n'est pas si présent que ça chez Rousseau, alors qu'il est partout dans l'œuvre de Voltaire. Et même on peut dire d'une façon que le rapport que Voltaire entretient avec la démocratie athénienne passe par le procès de Socrate. Avec cette lecture qui est très complexe, qui est en même temps une exaltation évidemment de la figure de Socrate, qui est celle du philosophe par excellence, et qui permet de penser la position du philosophe dans la France du XVIIIe siècle, et en même temps, et c'est très compliqué, une disculpation du régime démocratique, qui chez Voltaire n'est plus responsable de la mort de Socrate. Il y a cette phrase très célèbre de Voltaire, où il dit 220 Athéniens ont voté pour l'innocence de Socrate lors du premier vote. Ça voudrait dire qu'il y avait 220 philosophes à Athènes, on ne trouverait pas 220 philosophes à Paris. Et donc, il y a une défense du régime démocratique athénien de la part de Voltaire qui est tout à fait originale. Qui renverse complètement la thématique d'un Platon, par exemple. Complètement. Et pour Voltaire, Socrate a avant tout été victime du parti des prêtres. Alors, ça ne veut absolument rien dire au sujet de ce qu'était l'Athènes du début du IVe siècle. C'est une lecture totalement fausse historiquement, qui vise évidemment le parti jésuite au XVIIIe siècle. Mais il y a une ligne qui est très très forte, qui est que Voltaire est un des premiers auteurs à vraiment défendre la mémoire de la démocratie athénienne et à la disculper en partie du crime en 399. Vive l'anachronisme, alors qu'il est impossible, sous la lumière de l'Athènes antique, de formuler la question religieuse en termes d'orthodoxie ou d'hérésie. Totalement. Il n'y a pas, contrairement à ce que disait Renan, il n'y a pas d'inquisition à Athènes. Alors naturellement, la Révolution va au-delà et fait quasiment de Socrate un sans-culotte, qui aurait été la victime du parti des prêtres et des aristocrates. La mort de Socrate serait une sorte de péché originel de la démocratie dont elle devrait se laver. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que chez Collot d'Herbois, par exemple, qui est l'auteur d'une pièce sur la mort de Socrate, qui reprend un peu le canevas de la pièce de Voltaire, il y a une représentation de Socrate en sans-culotte. C'est-à-dire qu'effectivement, il est emprisonné par l'alliance des prêtres et des aristocrates. Donc on est complètement à front renversé par rapport à la lecture historique qui était celle d'un Platon, où c'était la démocratie qui s'en était pris à Socrate. C'est décidément un effort pour tout à la fois célébrer la figure socratique et disculper le régime démocratique de sa condamnation. Voilà, résoudre cet énorme problème qui a très longtemps pesé sur la mémoire et notre rapport à la démocratie athénienne. Comment est-ce que ce régime dont on prétend être à tort ou à raison les héritiers en est-il venu à condamner le plus vertueux des hommes ? Et pendant très longtemps, c'était au cœur du rejet dont la démocratie athénienne faisait l'objet dans les élites européennes. D'ailleurs, il est notable de voir qu'un Charles Maurras, par exemple, qui est emprisonné, commencé en 1944, après la chute du régime de Vichy, comme avait été Diderot en prison, en tire profit en retournant à l'idée de la condamnation à la démocratie qu'il a injustement punie. Tout à fait. Il écrit sous le pseudonyme de Xénophon III, une apologie de Socrate, qui est une apologie de sa propre position, alors qu'il est enfermé à Clairvaux pour acte de collaboration avec l'ennemi. Alors que Jules Isaac, au même moment, publie un écrit de la clandestinité, Les oligarques, où il fait une transposition entre les 30, les oppresseurs de la démocratie grecque entre 404 et 403, et les dirigeants de Vichy. Oui. L'histoire peut servir à beaucoup de choses, c'est un vaste magasin. Tout à fait. Et Jules Isaac compare surtout ceux qui ont quitté Athènes et ont reconquis Athènes en 403, il les compare à la France libre, tacitement dans son texte. Et c'est bien ce que n'a pas fait Socrate en 403. C'est-à-dire que lui est resté à Athènes. Et pour les Athéniens, c'était très clair que le fait d'être resté à Athènes en 403, quand les oligarques avaient pris le pouvoir de façon extrêmement violente dans la cité, était un acte d'adhésion. Il n'est pas allé à Londres. Il n'est pas allé à Londres, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour les Athéniens, c'est clair qu'il a soutenu
ce coup d'État oligarchique. Et c'est pour ça que quand Jean-Pierre Vernant, tout à l'heure, disait que Socrate était un citadin qui restait en ville, etc., il faut bien insister sur le problème que ça posait pour les Athéniens. Chez Platon, le fait que Socrate reste en ville, c'est qu'il a un attachement indéfectible à sa cité, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que les Athéniens le voyaient. On n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Voilà. C'était cette citation qu'on reprenait de Danton à l'époque de Vichy et qui paraissait si malvenue à tous les gaullistes. Alors une dernière citation, une dernière archive, si vous voulez bien, Paulin Ismard, c'est le grand philosophe Merleau-Ponty qui, en 1959, à la fin de sa vie, évoque de la sorte, au micro de Georges Charbonnier, Socrate comme martyr politique. C'est le 26 juin 1959. Socrate est un héros de la politique même. Enfin, un martyr de la politique, un philosophe martyr de la politique. Il est mort du fait de l'attitude qu'il avait prise envers les problèmes politiques de son temps. Il a donc répondu oui et non, oui ou non, à certaines questions qui se posaient, et à telle enseigne qu'il en est mort. Seulement, même quand Socrate prenait une position, en réalité, cette position n'était jamais comparable à celle de, je dirais, de l'homme immédiat, qui décide de façon passionnelle. Et il y avait chez Socrate, plus que chez personne, l'effort de comprendre les autres, n'est-ce pas, de comprendre même la nécessité de l'opposition d'opinion entre le philosophe et le non-philosophe. Alors, Merleau-Ponty vous paraît touché juste ou non, Paulin Ismard? Je ne comprends pas très bien ce qu'il désigne par héros de la politique ou Socrate victime de la politique. Pour moi, ce type de représentation s'inscrivent dans toute la tradition philosophique qui a évidemment fait de Socrate son héros fondateur. Mais moi, le livre que j'ai écrit prétend, je crois aussi, être un peu un plaidoyer pour la démocratie athénienne. Donc je crois qu'elle a encore beaucoup de choses de toute façon, à nous apprendre et une défense de la démocratie athénienne dans l'affaire qu'a constitué le procès de Socrate. Alors Socrate, victime de la politique, non. Enfin, Socrate est en partie la victime de son engagement apparent du côté des adversaires du régime démocratique. Et il y a un acte très fort, d'une portée considérable de la part de Socrate, qui est que, alors qu'il aurait pu choisir l'exil, en réalité, il a lui-même consenti à sa propre condamnation, à mort. En somme, vous refusez, c'est votre grande différence avec Renan, me semble-t-il, il y en a peut-être quelques autres, oui. Paulin Ismard, de faire de Socrate une victime de l'Inquisition athénienne. Ah oui, ça n'a aucun sens comme idée. L'Inquisition à Athènes, ça n'existe pas. J'ai choisi de finir par un violent anachronisme, puisque toute cette histoire que nous avons parcourue ensemble de Socrate après Socrate témoigne de cela. Mais après tout, c'est aussi une sorte d'image à un personnage qui n'est pas question, vous y refusez absolument, de poser en sainte vitrail. Tout à fait. Votre livre, Paulin Ismard, s'appelle, je l'ai déjà dit, L'événement Socrate, publié par Flammarion en 2013. Il a eu le prix du Sénat du livre d'histoire, qu'il a justement couronné. J'ai cité aussi l'ouvrage de Claude Mossé, auquel vous rendez souvent hommage dans vos pages, Le procès de Socrate, grande historienne également d'Athènes, paru aux éditions Complexes en 1987 et qui a été réédité récemment chez André Versailles. Et puis du côté de la philosophie, c'est un champ où nous nous sommes engagés avec quelque prudence, le livre de Louis-André Dorion, paru à la collection Que sais-je en 2004, Socrate, permet d'éclairer également d'une autre manière tous les sujets que vous avez bien voulu ce matin évoquer avec moi. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous le savez, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Et la semaine prochaine, nous ne changerons pas tellement de climat. D'une certaine façon, cette émission tend la main à la suivante, puisque nous parlerons d'Aristophane, en se demandant si le rire a changé depuis Athènes jusqu'à nos jours. Ce sera notre contribution au week-end consacré au rire sur France Culture. Et j'inviterai Sylvia Milanesi, éminente spécialiste d'Aristophane. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée aujourd'hui par Sylvain Richard, avec Valérie Lavalard à la prise de son, et pour les Archivina, Sandra Escamez.
Et dans quelques instants, comme chaque samedi, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question.